sanitaire et social, équipement et transport, l'aide aux communes, éducation, culture, patrimoine, le développement économique et social, l'environnement et le tourisme. Alors, avec beaucoup moins d'argent et l'État qui donne pas, qui paye pas ce qu'il doit payer, comment faire? La première chose pour moi, c'est déjà revoir un certain nombre de choses sur le budget, parce qu'il y a un moment aussi, il faut faire des choix. Le choix principal pour moi, c'est clair que de toutes les missions que vous avez rappelées, la première c'est l'action sociale. Vraiment, on ne peut pas sortir de ça, puisque aujourd'hui c'est le département, et je ne vais pas défendre le département en tant que tel, puisqu'on veut, paraît-il, le tuer, mais toutes les actions menées ne font que le renforcer. Aujourd'hui, de toutes les collectivités locales, la seule qui a vraiment une vocation sociale, je dirais, à la racine, c'est le département. Donc, il faut préserver cet aspect-là. Après, je dirais qu'il y a aussi les transports, mais la première chose qu'il faut défendre dans le choix budgétaire, c'est bel et bien l'action sociale et l'APA qui est aujourd'hui, je dirais, c'est un peu une bombe à retardement. J'étais en train de regarder cet après-midi les chiffres du CREDOC. On voit que là-dessus, l'évolution qui va arriver, même si on prend des scénarios plus ou moins médians de l'INSEE sur le vieillissement de la population, on va rentrer à un moment où soit c'est l'État qui va devoir effectivement prendre le relais, et aujourd'hui, je crois qu'on avait un Premier ministre qui nous avait annoncé en quasi-faillite, donc il n'en a clairement pas la volonté, sachant qu'en plus, tous les petits jeux fiscaux qui sont en train de se faire en ce moment font que de toute manière, ils n'arrivent toujours pas à se dégager des marges de manœuvre, donc ils ne vont pas réussir à payer. Donc ça va être une genre d'assurance privée. Ou les familles. Voilà. Mais qui paye alors les familles? Ceux qui n'ont pas les moyens, ils n'auront pas le droit. Parce que quand on a parlé justement des missions du Conseil général, il y a l'action sociale, il y a aussi l'action sanitaire. Je veux dire par là, il y a la santé. D'ailleurs, vous avez pris position par rapport à la menace, justement, de la fermeture du service de chirurgie cardiaque à l'hôpital Henri Mondor. Avec tout ce qui est derrière, il y a la faculté de médecine, il y a l'université Paris-Est, il y a plein de choses. Oui, mais alors, sauf que là, je dirais c'est presque un faux problème, parce qu'en l'occurrence, le service que l'ARS veut fermer est un service qui est déjà bénéficiaire. Donc si, quelque part, on veut rentrer dans une logique purement comptable, c'est la première fois que je vois une... Enfin si, on a vu ça, mais on appelait ça des voyous en col blanc. Quand on veut fermer un service qui est bénéficiaire, il faut peut-être donner des explications derrière. Ouais, aujourd'hui, les explications, c'est que c'est pour qu'ils puissent aller à Paris. Ah oui, clairement, c'est comme me disait, il y avait un aide-soignant qui me le disait de manière vraiment très, très acide. On ne voit pas beaucoup les gens de la Pitié-Salpêtrière venir protester contre la fermeture de Mondor. Donc oui, il y a peut-être ça. Quelque part, la volonté de l'ARS de réduire des coûts est louable. Je veux dire, réduire des coûts et quelque part permettre d'avoir plus d'argent disponible, ça ne peut être que bénéfique. Par contre, il y avait un compromis qui avait été mis en place. Ce compromis permettait de mutualiser, je dirais, la partie bureaucratique de ces services et donc de diminuer les coûts. Pourquoi est-ce qu'il fallait en plus empêcher les chirurgiens d'opérer? C'est ce que j'ai du mal à comprendre. Voilà. On va faire une petite pause pour aider nos auditeurs qui sont dans les embouteillages. Vous voyez, protection sociale et les transports. Alors maintenant, ça va voir dans les 3 minutes et quelques. Donc, pour vous concrètement, au niveau du département, quels sont vos principaux axes de campagne, et surtout quel besoin, quelle urgence pour la population, qu'est-ce qu'il faut qu'ils changent? D'accord, au niveau de vos propositions, quelles sont les 2-3 propositions que vous... Donc ça va être, pour moi, c'est essentiellement les collèges, c'est donc arrêter l'augmentation des impôts, et ça c'est vraiment urgent. Et derrière, permettre aussi, l'action sociale s'est élevée, les transports, suivre le Grand Paris, parce qu'il y a derrière, surtout pour les aspects immobiliers. C'est-à-dire qu'en soi, le projet est bon. Le seul problème, c'est que les premières rames ne circuleront qu'en 2018. Et en attendant, RER A, RER D et RER C, il y a un problème. Ouais. Et surtout, qui va financer tout ça? Ah ben c'est l'endettement, monsieur. Et l'endettement, on va faire payer nos arrière-petits-enfants à partir de maintenant. Mais ils ne sont pas encore nés. Hein. Pour le moment, j'ai des petits-enfants, je n'ai pas encore d'arrière-petits-enfants. Comment je vais faire? Il va falloir produire. Pardon.
Et on revient à Alpha 19 avec nous ce soir, Olivier Antor, candidat Modem à Créteil-Ouest, candidat au cantonal. Alors, monsieur Antor, on a eu l'occasion de parler plus largement d'un certain nombre de problèmes, mais non, au concret, parce que je pense que le Modem, dans le 94, a un certain nombre de revendications et des choses qui veulent soumettre justement aux électeurs, peut-être 2-3 points principaux dans votre programme. Les transports déjà. C'est quand même, on a vécu assez durement déjà les problèmes cet hiver et même lors de la pénurie d'essence. Donc on sait qu'aujourd'hui on a un département qui est trop dépendant de la voiture. Trop dépendant des voitures, les gens ne prennent pas la voiture par plaisir, oui. Ils prennent la voiture parce qu'ils ont très peu d'autres solutions. Donc aujourd'hui on a un projet Grand Paris avec, qui va commencer à avoir les premières voitures en 2018. Seulement d'ici 2018 il faut quand même que les gens aillent travailler, les vacances ça ne peut pas durer aussi longtemps que ça, et on a des transports en commun qui malheureusement sont largement déficients. Je veux dire, on a le c'est-à-dire vous parlez des lignes de RER, c'est ça? Essentiellement, le A, bon aujourd'hui on va paraît-il nous sortir de magnifiques rames, un double deck, mais le seul problème c'est que c'est plus d'1 million de voyageurs sur cette ligne-là. 1 million de voyageurs, il vous suffit d'une personne qui a un malaise, que vous ayez un seul ou 2 étages sur votre rame, elle est bloquée. Donc derrière, tous les gens vont être bloqués. Donc là, on a un premier problème. Et on parle de la ligne A, puisqu'elle dessert la Défense, mais qu'en est-il de la ligne C? Qu'en est-il de la ligne D? Donc là, on a 2 lignes qui sont fragiles, c'est-à-dire qui ont très souvent des problèmes de circulation. Bon, j'en ai fait l'expérience moi-même du RERC avec le conducteur qui, bêtement oublié de s'arrêter, a choisi le roi. Bon, c'est... Mais j'en veux pas au conducteur. Le problème du conducteur, c'est qu'à ce moment-là, lui, il était complètement sous pression et qu'au bout d'un moment, les hommes, c'est pas des machines, elles craquent. Donc on est sur des lignes qui sont à la limite de la rupture au niveau matériel et même au niveau humain. Donc le problème, la première chose sur laquelle on veut revendiquer, je dirais, de manière très virulente, sachant que le département est représenté au niveau du syndicat des transports d'Île-de-France, donc la première chose sur laquelle on veut revendiquer, c'est déjà une amélioration aujourd'hui, et pas en 2018, des transports sur le Val-de-Marne. Oui, d'autant plus qu'on ne sait pas comment on va financer ce Grand Paris, c'est quelques-uns. La dette, la dette, toujours. La dette, et qui c'est qui paie la dette, on le connaît. Mais revenons, il y a quelque chose que je pense que ça vous tient à cœur, c'est les questions sociales, la protection sociale dans le département, et ça, vous voulez changer les choses. Clairement, c'est sur les attributions de l'APA. Ça, on se pose beaucoup de questions sur la manière dont on va faire les choses. Moi, ça m'a vraiment inquiété lorsque je vois quand même le président du Conseil général du Finistère qui dit assez froidement quelque part qu'il est prêt à revoir les conditions de notation de l'APA pour que des gens qui étaient dépendants dans l'ancienne notation ne le soient plus dans la future. Bon, il disait ça peut-être en manière de provocation, mais moi je trouve ça un peu... Enfin, ça me fait froid dans le dos. Quelqu'un qui avait le droit à une aide, tout d'un coup, n'aurait plus le droit à une aide. Enfin, voilà. Monsieur Antor, merci. Je rappelle que vous êtes candidat du Modem au cantonal à Créteil-Ouest. À la campagne électorale, on peut vous retrouver dans les marchés, on peut vous retrouver surtout dans le centre commercial, je crois, parce que... Les centres commerciaux de Créteil-Ouest, voilà. C'est sur le terrain, très régulièrement, on se trimballe avec l'équipe pour aller à la rencontre des Cristoliens, ce qui nous permet justement de relever les principales récriminations. Et sinon, il y a aussi mon blog, donc oantor.lesdémocrates.fr. Merci, on aura l'occasion de revenir ici et probablement avec d'autres candidats des Créteil-Ouest et un débat en direct, je l'espère. Merci. Merci.